La problématique qui nous est posée ce matin est très très vaste. Elle nous oblige à parcourir un paysage qui va des industries culturelles à la question des intermittents du spectacle, en passant par la loi sur la création, l'acte 3 de la décentralisation. Ce sont des territoires qui peuvent être proches, ils appartiennent à la même famille, mais ils ne partagent pas forcément les mêmes enjeux, ne partagent pas forcément les mêmes relations au pouvoir public. Donc nous allons diviser ce temps de dialogue en deux parties. La première partie sera consacrée au panorama qu'a commandé la SACEM et la plateforme créative, c'est-à-dire les 9 secteurs de l'industrie culturelle, au cabinet Ernst Young. Cette étude nous sera présentée par Marc Lermite, qui est associé à ce cabinet conseil et qui est à l'extrême gauche de la salle. Je ne sais pas s'il est à l'extrême gauche tout le temps, mais bon. Cette étude sera commentée après par trois des partenaires de l'étude. Jean-Noël Tron, qui est à ses côtés, qui préside les destinées de la SACEM. Malika Seguino, vous franchissez Madeleine Noirne et vous y arrivez, qui représente le PRODIS, les entrepreneurs du spectacle vivant, du spectacle et des variétés. Et puis par Jacques Pesquine, voilà, qui représente la FESAC et qui vient de lever la main. Puis nous, dans un second temps, nous aborderons donc des problématiques plus particulières au spectacle vivant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et pour aborder ces sujets brûlants, nous avons invité Janine Laurent, qui est directrice générale adjointe de la SACD, Michel Aurier, que vous connaissez tous, qui est DGCA au ministère de la Culture, Madeleine Noirne, qui est la nouvelle présidente du Syndéac depuis 4 mois et qui est par ailleurs metteuse en scène, et enfin Emmanuel Vallon, qui est professeur de sociologie politique à l'université de Nanterre. Nous avions prévu aussi d'avoir Béatrice Massé du Festival transmusical de Rennes à la table. Elle ne peut pas nous rejoindre pour des raisons de santé, de même que Olivier Poivre d'Arvor, qui est le patron de France Culture depuis 2010, qui a été retenu urgemment par le CSA ce matin. Un homme, une femme, ça veut dire que dans la perte, on a réussi à respecter la parité, ce qui n'est pas exactement le cas à la table, mais nous y sommes vigilants et je crois qu'il faut l'être plus que jamais. Enfin, le temps nous est très très court, donc j'ai demandé à chaque intervenant d'essayer d'être très synthétique et je pense qu'ils respecteront évidemment cette consigne, je l'espère en tout cas. Marc Lermite, nous allons commencer avec vous. Donc vous avez été, je le rappelle, mandaté par la SACEM pour nous présenter une réalité, une étude qui est censée représenter la réalité économique des industries culturelles en France. Vous avez passé 9 secteurs au peigne fin. Nous sommes ici dans une enceinte qui concerne plus particulièrement le spectacle vivant. Donc je vais vous demander déjà quels étaient vos objectifs et vos chiffres, évidemment. Oui, merci. Donc, je suis à l'extrême gauche, ne le dites à personne, pas mes clients, pas mon boss, mais j'assume volontiers. C'est une radiographie qu'on a voulu mener. La SACEM a joué un grand rôle, un rôle d'impulseur, mais c'est une plateforme beaucoup plus large qui nous a demandé de travailler à leur côté. France Créative, une quinzaine de partenaires, dont certains sont ici sur scène, qui voulait faire quoi? Qui voulait, dans un monde où on parle beaucoup d'économie, de tensions budgétaires, de crise, de ressources, parler une autre langue. Je crois qu'il faut savoir aujourd'hui parler plusieurs langues. La langue évidemment de l'intérêt général, du lien social, du sens de la culture. Très modestement, la langue que nous parlons chez Ernst Young, c'est une langue plus économique. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette radiographie qui montre in fine qu'il y a de la dépense utile dans la culture. Il y a de la dépense utile parce qu'il y a un ensemble économique, je crois que c'était le titre clé et qui a été très repris par la presse en France et en Europe, j'y reviendrai, 75 milliards d'euros. Et quand on regarde le cœur de cette activité, 75 milliards d'euros, c'est gigantesque. Qu'est-ce que ça pèse? Ça pèse plus que l'automobile, ça pèse plus que le luxe. C'est au rang des grands secteurs, des grands ensembles économiques de la France d'aujourd'hui, qui a tant besoin de croissance, qui a tant besoin de la culture et de l'art pour d'autres raisons, mais tant besoin aussi de cette capacité à produire des idées, de la croissance, de l'innovation. C'est 1 200 000 emplois,
Et effectivement, quand on regardera, et je vous dirai un peu plus ce qui se passe dans le spectacle vivant, je crois que ça s'incarnera très facilement. C'est près d'une soixantaine de métiers et on est allé aussi loin que possible dans cette radiographie. Je voudrais dire peut-être deux choses en complément. La première, c'est qu'il y a une grande complémentarité entre l'exercice que nous avons mené, qui était super compliqué, si je peux être trivial, parce que c'était une première, parce que ces 9 secteurs sont incroyablement diversifiés, dispersés, qu'on a été beaucoup aidé et qu'on a été notamment aidé par le travail en parallèle qui a été mené par l'Inspection générale des finances et par l'IGAC qui nous ont reçus, avec lesquels on a beaucoup échangé. Je crois qu'il y a une très grande cohérence entre les deux travaux. Je crois que ça se complète. Il n'y a pas deux mondes, hein. Il y a un seul monde et un seul but qui est de travailler, de montrer que à tous les échelons, dans tous les secteurs, il y a une production économique, il y a encore une fois une dépense utile, rentable et porteuse de croissance. Et enfin, autre enseignement, et je reviendrai au spectacle vivant évidemment, c'est que cet impact, il a été fort parce que le regard change en ce moment quand on parle économie, quand on essaie d'exprimer qu'il y a des emplois, que ces emplois ils sont dans les territoires qui sont traversés par des crises, qui sont traversés par des grands enjeux comme le numérique. Et c'est, je crois, ce qui se passe précisément sur le spectacle vivant, si vous voulez que j'enchaîne aussi rapidement, parce que je vois qu'il y a des planches qui apparaissent et qui vous montrent comment ce secteur, qui est le deuxième secteur en matière d'emploi dans l'ensemble des industries culturelles et créatives. Je crois que c'est remarquable, c'est considérable, il faut l'avoir en tête, il faut en être fier. On l'a vu tout à l'heure, enfin moi je suis curieux, c'est pas courant pour moi de voir comment la matinée s'est déroulée, je trouve que c'est normal, c'est des expressions, j'en vois pas beaucoup dans mes comités d'audit. Ces emplois-là, donc deuxième ensemble d'emplois, ils sont dans des familles de métiers incroyablement divers. Vous voyez un peu les points clés qui s'affichent là. Il y a une croissance aussi du chiffre d'affaires et de la production économique qui provient de recettes de billetterie, qui provient aussi d'un financement public. On a essayé de détourer dans notre étude, qui provient aussi de nouveaux moyens d'accéder aux clients, qui le fait, et je crois que c'est remarquable, et je voudrais peut-être en terminer par là, parce que le temps nous est compté, qui le fait d'une manière extrêmement répartie sur l'ensemble du territoire français. C'est peut-être la caractéristique principale de ce secteur-là, parmi les 9 que vous voyez s'afficher ici, c'est qu'il est très territorial. Il s'incarne dans le local. Il apporte de la richesse aussi, du bonheur, du bien culturel, du lien, mais aussi un impact sur des économies locales qui en ont fortement besoin. Et tout ça nous a été dit notamment par des dizaines de témoignages. Je remercie notamment la directrice du Théâtre national de Strasbourg, de Mars Attack, qui ont porté parmi une trentaine, une quarantaine de témoignages, 5 anciens ministres, la ministre actuelle bien sûr, et puis des artistes internationaux qui ont voulu dire la culture, les industries culturelles et créatives, c'est un levier de croissance, de régénération, d'innovation. Il faut y croire en parlant aussi cette langue économique. Euh, Jean-Noël Tron, Malika Seguino, Jacques Pesquine, j'imagine que vous êtes plutôt satisfait des chiffres qui ont été publiés. Est-ce qu'ils répondent à vos attentes et aux objectifs que vous vous étiez fixés, Jean-Noël Tron? Je crois qu'ils ont même dépassé nos attentes. Et ils ont dépassé nos attentes pour une raison simple, c'est qu'au moment où nos compatriotes et où tous les Européens vont se retrouver pour un grand rendez-vous en mai prochain, qui va tout de même définir un peu l'avenir, enfin les 5 prochaines années européennes, avec un sens politique qu'il va falloir donner à tout cela, cette étude est arrivée à point nommé. Alors, je vais juste partager avec vous une expérience toute récente. J'étais hier matin à l'Assemblée nationale à un grand colloque franco-allemand organisé par des fondations progressistes et nous avions une table ronde sur l'exception culturelle, hein, à laquelle je représentais notre coalition pour la diversité culturelle en tant que vice-président de cette grande alliance que préside mon ami Pascal Rogard de la SSCD. Et on a débattu avec Massimo D'Alima, l'ancien Premier ministre italien, Doris Pack, la présidente allemande de la commission culture au Parlement européen, qui est une femme de droite du PPE, avec Catherine Trottmann et David Assouline, personnalité de gauche, très engagée pour la culture et l'Europe. Et au fond, ils nous ont tous dit la même chose. Ils nous ont dit, cette démarche est une démarche clé car on a besoin de donner du sens. Et malheureusement, il faut parler la langue que parlent beaucoup de nos voisins en Europe, que parlent malheureusement beaucoup d'administrations à Bruxelles.
Et on a aussi parlé politique. Au fond, face à la montée de la haine, de l'exclusion, des forces de repli sur soi, qu'est-ce qu'apporte la culture? Elle apporte à la fois le sens et la réponse, l'espoir, la solidarité, et elle apporte aussi une réponse concrète au désespoir d'une partie de la jeunesse, notamment française, qui ne trouve pas de débouchés, hein, et qui se demande concrètement comment vivre. Et ça a été dit très clairement par tous les intervenants hier. Et de ce point de vue, je vais ajouter juste ce commentaire de chiffre, 1,2 million d'emplois. C'est au fond un chiffre frappant parce qu'il met la culture au sens large dans des secteurs comme dans une toute autre nature, l'agriculture ou la restauration ou le bâtiment, qui sont des secteurs qui pèsent aussi à peu près 1 million d'emplois, qui d'ailleurs, comme dans notre secteur, combinent des emplois de nature très différente et qui, comme dans notre secteur, donnent beaucoup d'emplois à des jeunes. Mais il y a une énorme différence. C'est que quand on parle avec les professionnels de ces trois secteurs dont j'ai parlé, et qui ont en commun avec nous que leurs emplois sont, Dieu merci, peu délocalisables, peu soumis à la compétition mondiale impitoyable, eux, leur problème, c'est qu'ils ne trouvent pas d'emploi. C'est que les jeunes ne veulent pas aller travailler dans le secteur. Alors qu'on le sait bien, en France, la culture reste un secteur qui passionne la jeunesse. Et au fond, quelles que soient les ambitions de chacun. Ça, c'est le deuxième commentaire. C'est que derrière cette démarche, il y a pour nous une ambition que je vais résumer autour de l'idée d'expliquer, de rassembler et surtout de proposer. Il faut qu'on explique. On l'a dit, je pense que Malika, que Jacques en parleront mieux que moi. Euh, Quand certains nous font des procès sur le modèle français, eh bien là, on a des réponses. Il faut qu'on explique ce qu'on est. Il faut qu'on rassemble. Et au fond, ce qui est formidable dans cette démarche que nous avons eue, c'est que nous avons bien compris qu'ensemble nous sommes plus forts et que ce qui nous rassemble est infiniment plus fort que ce qui nous divise. Il y a des modèles d'acteurs publics, d'acteurs privés, des modèles intermédiaires. La SACEM, la SACD, ce sont des coopératives gérées par leurs membres. Ce sont des secteurs, ce sont des sociétés privées mais qui appartiennent à l'économie sociale et solidaire. Une société d'auteurs, c'est une société à but non lucratif, comme une coopérative. Mais au fond, quel que soit le modèle économique dont on est issu, on a besoin de travailler tous ensemble parce que nous sommes dans un modèle où il n'y a pas de pur acteur public ou de pur acteur privé. Il n'y a pas que de l'argent public ou que de l'argent privé pour telle ou telle activité culturelle. Donc, le premier message, c'est celui du rassemblement au-delà de l'explication. J'ajouterai juste un dernier mot, c'est qu'il faut qu'on tire les enseignements de la victoire qu'on vient de remporter sur l'exception culturelle. C'est pas passé loin. Et donc il faut aussi que nous adaptions notre stratégie et que nous passions, j'espère avoir l'occasion d'y revenir, à la partie proposition. Il faut que nous soyons capables de faire des propositions. On y reviendra, Jean-Noël. Malika, on voit que la musique, elle est à la fois dans une filière, elle est dans le spectacle vivant. Est-ce que cette étude donne quand même une image assez fidèle de votre secteur? Oui, oui, bonjour à tous. Oui, en fait, cette étude, pour nous, elle a été vraiment très importante. Et quand la SACEM a présenté ce projet, tout de suite, il nous a paru évident que le PRODIS devait y contribuer. Nous sommes aujourd'hui véritablement à une époque charnière. Des évolutions sont nécessaires. Et je dirais qu'il y a enfin eu cette étude. Jean-Noël l'a dit, effectivement, c'était très important de démontrer que la culture est partie intégrante de l'économie. S'agissant du secteur que je représente, donc le spectacle vivant dans sa partie privée, je suis vraiment sur le modèle des acteurs privés du secteur, c'est effectivement assez fidèle. Même si je pense que si nous devons revoir pour les années à venir cette étude, il s'agirait peut-être, selon nous, d'affiner quelque peu certaines données pour qu'il ne ressorte pas simplement une image d'un spectacle vivant qui serait essentiellement subventionné. Bien évidemment, il y a cette partie subventionnée du spectacle vivant qui est très importante, mais il y a aussi la partie privée du spectacle vivant qui compte quand même 11 000 entreprises et il faut vraiment aujourd'hui qu'elle compte et qu'elle soit clairement identifiée. Voilà, donc, mais pour nous, effectivement, c'est quelque chose qui a été très très important et qui nous aide aujourd'hui pour démontrer que ce secteur compte, doit peser et doit être entendu. Voilà. Jacques Pesquine, donc vous représentez la FESAC, Malika Seguino dit ça nous donne du poids, ça vous donne du poids vis-à-vis des pouvoirs publics. Au fond, qu'est-ce que vous attendez, vous, des pouvoirs publics en publiant ces chiffres? C'est peut-être pas nécessairement des pouvoirs publics qu'on attend d'abord quelque chose. Moi, je voudrais d'abord redire, parce qu'on ne le dit quand même jamais assez, la dimension économique n'est pas la première dimension de la culture. La culture est d'abord, et la ministre l'a rappelé tout à l'heure, et je crois que c'est important de le rappeler, avant tout, je dirais un élément crucial de la liberté et de la citoyenneté. C'est quand même ça
C'est à cela que nous cherchons d'abord à concourir les uns et les autres. Et à ce titre, je dirais même qu'en qualité d'élément crucial de la liberté et de la citoyenneté, la culture mériterait tous les sacrifices et tous les efforts collectifs. Ce que cette étude démontre, c'est que loin d'être en fait une danseuse, si j'ose me permettre cette expression, l'activité culturelle est en fait un moteur de notre économie. En plus d'être un besoin politique crucial, c'est un moteur de notre économie. Nous le pressentions les uns et les autres. On sentait bien, moi je parle au nom de milliers d'entreprises, d'un secteur qui dans l'étude est un peu réparti entre morceaux, mais le spectacle dans son ensemble, il pèse plus de 30 milliards d'activités. C'est un énorme champ d'activités, très diversifié, comme ça a été dit, et qui a d'ailleurs aussi une autre caractéristique, qu'on verra au cours des études futures, j'espère, c'est son dynamisme collectif. Chacune des branches du spectacle peut connaître telle ou telle difficulté dans le temps, mais collectivement, nous tous, les gens du spectacle, nous assurons depuis 60 ans une croissance de l'emploi, une croissance de l'économie. En gros, on est les seuls dans toute l'économie, la seule branche qui peut faire état de cette croissance continue pendant si longtemps. Donc ce que nous attendions de ce travail, qui encore une fois est un premier travail, Malika l'a rappelé, on peut progresser, on peut affiner des points, c'est d'abord de montrer que la culture est une chance, et comme ça a été dit aussi par Jean-Noël Tron à l'instant, c'est pas simplement une chance pour notre pays, même si la France a une tradition d'affirmer la dimension politique de la culture, c'est une chance pour notre continent. Si tous nos pays d'Europe, cette fois-ci, sont l'attraction numéro 1 dans le monde, si j'ose dire, si des centaines de millions de Chinois et de Japonais viennent nous voir, les uns et les autres, et quand je dis nous, cette fois-ci, c'est bien les Espagnols, les Italiens, les Allemands, les Anglais, et puis aussi les Suisses, les Danois, pour prendre des pays moins grands, s'ils viennent nous voir, c'est peut-être d'abord parce que nous représentons dans le domaine culturel. Et je crois qu'il faut bien comprendre que ce caractère de moteur économique de la culture, il excède largement les 70 milliards qu'on a évoqués ici. La culture est un moteur prodigieux de toutes sortes de choses, la structuration territoriale, on l'a rappelé, c'est le cas évidemment du spectacle vivant, l'attractivité territoriale répartie, donc je dirais la lutte d'une certaine manière contre la prédominance de Paris et de l'Île-de-France, mais aussi l'attractivité générale mondiale de la France et de l'Europe dans son ensemble, qui garde à travers cette dimension culturelle une image inégalée. Et quand je disais en introduction que la culture est aussi un élément fondateur de la démocratie et de la citoyenneté, c'est la même chose qu'on dit là. On entretient un élément qui est quand même, il faut le rappeler, une caractéristique heureuse de notre continent, et il ne s'agit pas de faire de l'européocentrisme, c'est que c'est une réalité, tout le monde nous regarde pour cela, et la culture fait partie de cela, et en plus, la culture est un moteur économique. Voilà ce qu'on voulait démontrer, et qui, à cet égard, l'étude a vraiment très bien répondu à notre attente. Malika Seguino, en vous servant de cette étude, est-ce que vous pensez déjà à développer un certain type de stratégie pour vous faire entendre? Vous disiez ça va nous aider, mais nous aider en quoi et comment? Eh bien, écoutez, déjà, ça nous aide parce que ce secteur, cette étude a parlé donc de nos entreprises dans leur globalité. On a parlé des salles de spectacle, on a parlé des diffuseurs en région, on a parlé des producteurs de spectacles. On a montré effectivement le poids économique de chacun. Je voudrais juste quand même rappeler quelques chiffres. Le spectacle vivant musical et de variété, c'est 55 000 représentations par an, c'est plus de 20 millions de spectateurs, c'est presque 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même assez colossal et en termes d'impact d'emploi, c'est 90 000 emplois. Donc effectivement, ça nous aide, nous, dans la défense de nos revendications auprès du ministère de la Culture. Ça nous a également permis de reparler, notamment s'agissant du métier de producteur de spectacle, d'avancer des arguments pour montrer les mutations profondes que connaît ce métier aujourd'hui, en raison notamment donc effectivement du désengagement des maisons de disques dans le lancement des artistes. C'est le producteur de spectacle aujourd'hui qui assume seul le financement, l'investissement dans le lancement d'un artiste. Il faut quand même savoir que pour lancer un artiste, c'est 50 dates à perte supportées seules par un producteur de spectacle. Donc ça nous permet effectivement de remettre la production de spectacle au cœur de la chaîne, de pouvoir porter des demandes comme un droit de propriété intellectuelle pour le producteur de spectacle. Là-dessus, nous sommes ravis puisque Michel est là et nous avons l'impression d'avancer bien en ce sens avec le lancement de cette mission confiée à l'Inspection générale des affaires culturelles. Donc nous avons l'espoir de voir aboutir cette demande qui remonte loin dans le temps, dans le cadre de la loi d'orientation pour la création artistique dont nous a rappelé la ministre tout à l'heure dans son discours que le calendrier restait l'année 2014. Ça nous permet également de pouvoir reposer la question de l'aide, du financement pour le secteur du spectacle vivant, étant donné qu'effectivement il y a eu de nombreuses études, de nombreux rapports pour poser des diagnostics. Ces chiffres nous permettent donc de poser à nouveau la question de à quand une vraie réforme pour permettre de poursuivre le lancement des artistes. Et donc là, je peux reposer la question de
quand est-ce qu'on va pouvoir rouvrir la discussion sur une TSTD en faveur de la musique. Donc voilà, ça nous aide véritablement, nous, à aborder à nouveau nos dossiers sous un angle très, très économique en termes de poids. Jean-Noël Tron, Paris, Bruxelles, vos stratégies, très rapidement. Je crois qu'il faut qu'en fait on écoute les gens qui ont réagi. Quand cette étude a été publiée, on s'était dit, il faut évidemment à l'heure des réseaux sociaux que tout le public, les internautes puissent y avoir accès gratuitement. Et donc on a créé une plateforme internet. Bon, c'était un peu long de l'appeler 3 fois w.panorama des industries culturelles et créatives.fr. Et donc, moi j'ai dit, il faudrait que, je dis ça parce qu'Olivier Poivre d'abord n'est pas parmi nous, il faudrait qu'on l'appelle france.culture.fr. Bon, c'était déjà pris. Et donc quelqu'un a eu cette idée dans notre petit groupe à 15 de l'appeler France Créative. Et en fait, cette idée est géniale. Parce que on nous oppose beaucoup. Hein, les grands géants de l'Internet nous opposent beaucoup l'idée que eux, c'est l'avenir, que c'est la modernité, que c'est le progrès, que c'est l'innovation. Et qu'en gros, il faudrait lever les obstacles à l'innovation et puis qu'ils vont créer des millions d'emplois en Europe, alors qu'on sait que c'est tout le contraire. Bon, eux, je ne sais pas. Voilà. Mais nous, on est la création. Et cette idée d'une France qui est créative, c'est une idée qui est très forte, qui parle en Europe. Alors, au moment où le Parti pirate se mobilise massivement sur Internet pour détruire la création, spolier les artistes et les créateurs de leurs droits, hein, je sonne un peu le tocsin parce qu'il y a une consultation publique lancée par la Commission européenne qui se termine le 5 février, c'est demain. Il faut que vous alliez sur Internet contribuer parce que la Commission européenne va écrire un livre blanc au mois d'avril, et ça va faire partie des grands chantiers que nous allons devoir ensuite traiter tous ensemble. Aujourd'hui, le Parti pirate propose comme grand progrès de l'humanité de réduire à 15 ans de son vivant la durée de protection d'une œuvre d'un créateur. Je ne sais pas si vous voyez où on revient. Hein. On revient au débat d'avant 1791-1793 quand même. Hein. Bon. À l'époque, on avait déjà acté l'idée quand même que ça soit au moins 5 à 10 ans après la mort du créateur. Bon. Donc voilà le débat sur lequel il faut qu'on se mobilise. On ne va pas créer un parti, je ne crois pas qu'il faille créer un lobby, mais peut-être faut-il que tous ensemble, on se pose la question d'avoir un vrai mouvement, un mouvement qui entraîne, un mouvement qui dépasse toutes nos différences, parce qu'ensemble on est plus fort, et qui fasse que vis-à-vis des politiques, en France, c'est vrai, les politiques sont plus attentifs, pas toujours assez, surtout quand il s'agit de passer à des choses concrètes. Mais en tout cas, vis-à-vis des politiques au niveau européen, au niveau international, on est un vrai mouvement qui fasse pièce à d'autres mouvements qui, eux, sont des lobbies bien organisés et bien financiers. Je voudrais juste dire ça parce que quand même, le lobby qui s'appelle la Quadrature du Net, qui apparaissait comme très sympathique à certains d'entre nous, moi j'ai été conseiller de Lionel Jospin pour l'Internet pendant 5 ans, donc c'est des gens que je connais bien, c'était les mêmes à l'époque, vient de reconnaître publiquement que sa première source de financement est le philanthrope milliardaire George Soros, qui est un des gros investisseurs de la Silicon Valley. Donc bas les masques. Ça, c'est le genre de mobilisation qu'il faut que nous, la culture, on sache mener. Et je vais terminer sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Autour d'un mouvement, il faut qu'on sache proposer. Il y a un sujet très simple, qui par ces temps de disette budgétaire, d'arbitrage, comme on dit au ministère des Finances, hein, on prend toujours quand même plus d'argent dans les caisses quand c'est pour la culture que quand c'est pour d'autres combats. Il y a un sujet qui pourrait nous mobiliser tous, ça s'appelle la copie privée. La copie privée, elle a été sauvée ces 2 dernières années. Hein, la justice européenne vient de rendre une grande décision cet été. Ben, je peux vous dire que si la décision n'avait pas été rendue comme elle l'a été, hein, c'est le grand Amazon, le distributeur de biens culturels, qui avait attaqué l'État autrichien pour faire sauter la loi autrichienne qui prévoit qu'une partie de cet argent, qui est l'argent des créateurs, géré par les créateurs pour financer la création, ne puisse plus exister. Si la loi autrichienne avait sauté, il y a 50 millions d'euros qui disparaissaient dans le financement de la culture en France. Eh bien, moi, je vais tenir le raisonnement inverse. Si dans les 3-4 années qui viennent, avec le soutien du gouvernement français, à partir de la copie privée, on ne prenait que 1 point de plus des marges des grands rentiers d'aujourd'hui, d'Apple qui se fait critiquer même par la bourse américaine parce qu'ils ont 120 milliards d'euros de trésorerie dont ils ne savent pas quoi faire. Si on prenait que 1 point de plus sur les marges de ces géants qui fabriquent en plus des produits hors de l'Europe, avec ça, il y aurait 100 millions d'euros de plus pour l'action culturelle et toutes les sociétés d'auteurs en France. Je ne sais pas si vous mesurez le chiffre dont je vous parle, parce que là, il n'y a pas d'arbitrage budgétaire possible. Je vous rappelle que la copie privée, ce n'est pas un impôt, ce n'est pas une taxe. Donc le ministère des Finances ne peut pas se servir, comme il l'a fait au détriment du cinéma, en ponctionnant dans les ressources du CNC, qui en a tellement besoin. Voilà le genre de combat concret sur lesquels on pourrait se mobiliser. Il y a de l'argent supplémentaire pour la création qu'on pourrait trouver sans avoir à le demander à une ressource budgétaire dont on sait aujourd'hui que le défi pour ceux qui nous défendent, comme notre ministre, c'est de gérer des contraintes qui sont des contraintes extrêmement lourdes. Merci. Merci, vous êtes très clair.
Janine Laurent, quand à la à SACD, on regarde ces chiffres qui font état quand même d'une grande puissance de ces industries et du poids qu'elles représentent dans l'économie française, est-ce que ce genre d'étude ne peut pas avoir comme effet pervers de masquer une certaine réalité des auteurs et notamment des auteurs que vous défendez? Quelle est cette réalité-là des auteurs? Alors, c'est important d'avoir ces chiffres. Et c'est vrai que moi, je vais essayer de recentrer le débat sur les auteurs. J'imagine qu'il y en a beaucoup dans la salle, des auteurs qui sont à la fois directeurs de compagnie et qui veulent à tout prix être joués, être diffusés. La réalité des auteurs à la SACD, donc c'est 10 000 auteurs qui, bon an, mal an, reçoivent des droits perçus par la SACD chaque année dans le domaine du spectacle vivant, c'est-à-dire le théâtre, la chorégraphie, les arts du cirque, de la rue. Voilà. C'est des auteurs qui, pour 98% d'entre eux, 98% touchent moins de 10 000 euros. Donc j'imagine qu'ils font autre chose. Et pour ça, pas mal d'entre eux doivent également porter un grand intérêt à ce qui s'est dit par les représentants de cette industrie en matière d'intermittence, parce qu'avec moins de 10 000 euros, je pense qu'ils ne peuvent pas vivre. Donc ça, c'est la réalité. Hein, ça veut dire qu'il y a beaucoup, il y a 220 000 représentations gérées par la SACD, du secteur public, du secteur privé. Ces faibles rémunérations, pourquoi? C'est parce que aussi, et là je vais revenir peut-être au discours de la ministre, sur l'importance, pourquoi la SACD et les auteurs que je représente, et je les représente avec beaucoup d'humilité après avoir entendu Monsieur Renucci nous dire ces magnifiques mots. Donc pourquoi on soutient cette loi? D'abord parce que c'était bizarre que dans le secteur du spectacle vivant, alors que dans tous les autres, dans le cinéma, la télévision, il y a un cadre réglementaire très précis. Donc on pense qu'il faut une loi d'orientation pour remettre le créateur aussi au centre de l'activité culturelle. Je ne peux pas dire mieux que ce qui vous a été dit précédemment pour vous démontrer que mettre celui qui est à l'origine de la création, celui qui va donner l'impulsion, de le remettre au centre, de faire en sorte qu'il y ait de la création. Aujourd'hui, si vous avez un indicateur à la SACD de ce qui est la création en France en matière de spectacle vivant géré par la SACD, donc je vous les ai énoncés, c'est à peu près 15% de nouvelles œuvres, y compris des adaptations, qui chaque année, donc parmi tout ce que je vous ai dit, sont déclarées à la SACD. Donc c'est à peu près 1000 nouveaux spectacles. Il faut à tout prix, et là le secteur privé est très créateur de nouveaux spectacles, je dois le dire, avec nos partenaires du PRODIS et du SNDTP. Mais donc il faut absolument qu'on s'oriente vers des obligations pour permettre aux auteurs de créer de nouvelles œuvres, découvrir des talents. C'est ça aussi le rôle du ministère de la Culture, du gouvernement. C'est-à-dire, Voilà. au fond, ce que vous dites, c'est que le problème, il est dans la diffusion des spectacles. Absolument. Aujourd'hui, un auteur ne peut pas vivre de ses droits parce que, en général, on est dans une moyenne de représentation dans le secteur public subventionné, donc, d'à peine 10-12 représentations. Il faut absolument travailler à une meilleure diffusion sur tout le territoire pour permettre, pas seulement pour permettre aux auteurs d'en vivre, c'est essentiel pour nous, mais parce qu'il faut faire profiter à d'autres structures des investissements opérés dans chaque territoire. Et il y a une loi sur la création dont nous parlerons dans 3 minutes avec Michel Aurier qui doit être présentée au Parlement au printemps, si le calendrier parlementaire le permet. Qu'est-ce que vous attendez d'une loi comme ça? Ben, je vous l'ai dit, donc qu'elle remette l'auteur au centre de la création des structures subventionnées. Vous avez vu que l'auteur, il apporte sa vision du monde, il apporte ce besoin de lien social, et je crois qu'on en reparlera tout à l'heure. Madame Loire travaille énormément là-dessus, j'ai regardé son activité, donc il faut remettre l'auteur parce qu'il a cette vision, il exprime par sa vision ce que beaucoup de nos citoyens ont besoin d'entendre et de voir. Deuxièmement, alors là on l'a demandé depuis des années et on est vraiment heureux que le ministère le fasse, c'est qu'il y aura la création d'un observatoire du spectacle vivant. C'est très bien que toutes ces études sortent aujourd'hui et qui nous montrent l'importance du spectacle vivant dans l'économie française et en fait européenne. Hein. D'autres pays sont en train de se rendre compte que c'est un secteur créateur d'emplois. La Grande-Bretagne vient de sortir des chiffres assez intéressants là-dessus. Mais qu'on puisse
un petit peu regarder d'année en année comment cet argent public essentiel et un vrai investissement pour l'avenir économique de notre culture, comment il s'exécute dans le théâtre, dans les salles, comment on suit cette activité. Nous n'avons pas de chiffres centralisés aujourd'hui. La SSCD est une source, on travaille avec le ministère pour faire des études, mais si on veut bien, dans les années à venir, orienter la politique culturelle en France, il faut qu'on puisse suivre ça. Voilà. Michel Aurier, on va parler avec vous de la loi sur la création. Alors c'est une loi d'orientation, ce n'est pas une loi de programmation, comme l'attendait sans doute un certain nombre de professionnels, vous nous direz pourquoi. Et peut-être vous pouvez je crois que vous avez beaucoup avancé déjà sur ce projet de loi et qu'il avance tous les jours d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous dire à grands traits les secteurs qu'il concerne et surtout l'avancée qu'il représente Merci. Ça n'est plus une loi d'orientation. Ça sera la loi sur la création. C'est-à-dire qu'on n'est plus au terme du travail qu'on a mené. Ça fait 1 an qu'on est au travail avec vous toutes et vous tous, et moi je tiens vraiment à remercier beaucoup toutes celles et ceux qui se sont beaucoup investis sur ce travail-là, qui est un travail long, qui est un travail précieux. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on va codifier l'ensemble des textes relatifs à la création. Il y en avait très très peu. C'est un droit qui est très maigre, très fragile, qui est fragilisé tous les jours par par le système dans lequel on est, y compris d'ailleurs par éventuellement ce qui se passe à Bruxelles, etc. Donc on avait un champ extrêmement... La première volonté de la ministre, je crois, elle l'a rappelé tout à l'heure, c'était de rappeler la responsabilité de la nation vis-à-vis de la création, vis-à-vis des artistes. Et l'article 1er de la loi, il est moins normatif que les autres, mais il est vraiment, il rappelle toutes ces choses-là, en particulier, il faut le dire, c'est extrêmement important, les choses qui sont liées à la liberté de création. On est dans un monde qui se durcit. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment sur les mises en scène de Rodrigo Garcia, sur les mises en scène de Castellucci, sur le procès qui a été fait à Steve Cohen au Trocadéro au mois de décembre dernier. Enfin, la liste est malheureusement assez longue sur cet aspect-là des choses. Et donc évidemment, ces choses absolument basiques, comme le disait tout à l'heure tout à fait justement Jacques Pesquine, l'économie, j'y reviendrai évidemment, c'est extrêmement important et on se réjouit tous de ce travail qui a été fait et par les uns et par les autres. Mais la première des choses, elle se situe quand même sur l'aspect profondément démocratique de ce que représentent les artistes et la création dans le monde d'aujourd'hui. Donc évidemment, cette chose-là est importante. Et puis au-delà de ça, eh bien, il faut donner à l'ensemble des politiques qui se sont développées depuis 50 ans une base légale, normative, législative, qui nous permette aussi d'avoir une assise réglementaire beaucoup plus forte que ce qu'on a actuellement. Et on voit bien qu'à chaque fois que l'État essaie de faire son travail, c'est-à-dire de réguler, de coordonner, d'impulser, etc., la faiblesse réglementaire sur l'aspect qui est le nôtre, nous entrave considérablement. Donc c'est évidemment extrêmement important. D'autre part, quand on tout à fait justement, quand on voit aujourd'hui le poids du spectacle vivant, qui est le premier secteur, enfin en tout cas sur l'enquête IGF-IGAC, mais bon c'est parce qu'on a une méthodologie qui est pas toujours la même, enfin qui est le premier secteur, ça appelle une responsabilité très forte de l'État sur le plan de la régulation. Et donc là aussi, il faut pouvoir disposer d'un certain nombre de textes. Donc c'est pour ça que on est très au-delà de la loi d'orientation. Tout le travail qui a été fait depuis le mois de décembre 2012, il est de cet ordre-là. Et donc dans la loi en question, on va évidemment parler de la responsabilité des uns et des autres. C'est très important dans cette période où il y a des textes sur la décentralisation, donc il y a des dispositions qui sont importantes, en particulier sur, par exemple, la responsabilité des communautés d'agglomération sur les grands équipements culturels, qui est vraiment une chose essentielle. Il y a une base légale maintenant pour que l'État puisse disposer d'un réseau en région labellisé, reconnu, qu'on puisse aider les compagnies, des compagnies, c'est-à-dire des initiatives privées d'artistes. À un moment donné, il faut aussi protéger ça dans la loi, donc c'est une chose qui maintenant est possible, et puis évidemment qui rappelle sa responsabilité vis-à-vis de ces grands établissements publics. Et puis au-delà de ça, c'est une loi du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on doit à la fois
codifié pour ce qui existe et pour ce qui existera demain et ce qui est déjà à l'œuvre. C'est-à-dire qu'une loi sur la création, elle a forcément aujourd'hui un volet numérique qui est un volet important, qui doit protéger là aussi les auteurs, les artistes, enfin tous ceux qui travaillent, qui sont... Donc voilà, c'est tout ça les enjeux de cette loi. Je crois que ça va être un texte important. Il y a une autre chose qui est peut-être qu'on dit moins, mais dont on attend beaucoup, c'est que pour la première fois, la création va être un sujet politique au Parlement. Et ça, c'est extrêmement important parce que toute la génération qui a créé le ministère de la Culture, toute la génération politique qui a créé le ministère ou qui l'a développé dans les années 80, ce sont des générations qui sont aujourd'hui en train de passer la main à d'autres générations. Et ces autres générations, évidemment, ne sont pas dans le même récit que celui qui prévalait à la fin de la guerre ou pendant les Trente Glorieuses, et bien évidemment ont besoin de se saisir en fonction de leur vie, de leurs valeurs, etc., de ce que sont aujourd'hui les enjeux de la création. Madeleine Noire, le Syndeac s'est beaucoup mobilisé, ainsi que d'autres organisations professionnelles, pour obtenir cette loi depuis de longues années. Michel Aurier nous dit que ce n'est plus une loi ni d'orientation ni de programmation, c'est une loi. J'imagine que vous avez déjà étudié, regardé en tous les cas le texte proposé. Est-ce qu'il vous satisfait? Alors, je rappelle que nous avons été très actifs dans le dépôt de cette loi dès l'origine et c'est de longue date une revendication de notre syndicat. Le souci principal que j'ai, c'est l'accord entre les paroles et les actes. La principale difficulté, c'est comment est-ce que cette loi, on parle de protéger, moi j'aurais voulu parler de développement. Je trouve que tout ce qu'on entend ici dire ce secteur qui représente une force importante d'emploi, de propositions économiquement, est bien en deçà aujourd'hui de ce qu'il peut espérer. Nous sommes dans une situation qui est extrêmement difficile. On a l'impression que tout va bien, mais non, ça ne va pas bien du tout. C'est-à-dire qu'on est dans une tension économique qui rend que les artistes aujourd'hui sont absolument, comment dire, le mot dramatique est faible. Je crois qu'on ne mesure pas que la transformation qui est en train de se jouer peut nous mettre en pièces. Et donc, je suis extrêmement alarmée personnellement. Cette loi répond, j'allais dire tardivement, à une question qui est peut-être déjà passée. On va y travailler de toute façon, on va évidemment y contribuer. Je pense que il y aurait une solidification à faire de la question des labels, on en a déjà parlé, mais qui ne se fait pas. La question de l'emploi est peut-être encore à creuser, d'être plus précis. Enfin, il y a un certain nombre de chapitres sur lesquels on va encore intervenir. Mais là, je voudrais dire que quand j'entends dire que voilà, ce secteur est florissant, peut-être, mais mon Dieu qu'il est fragile. Et la tension sur laquelle nous sommes on parlera tout à l'heure de la loi de décentralisation, mais le péril est grand. Le péril est très très grand. Et en cette période d'élection, je me disais que quand on voit l'implication des politiques sur, par exemple, l'éducation artistique et la manière dont il y a une déperdition mais considérable et aucun des problèmes n'est réglé. On a toujours des grandes paroles, mais les actes ne suivent pas. Aujourd'hui, ce plan de développement, il est obligatoire. Sinon, la moitié de ce secteur va vraiment mourir. Les artistes ne peuvent plus travailler. La production est devenue absolument exsangue. Elle tient encore un peu en France. En Europe, elle s'est effondrée. Je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'arrêter de se dire ça va, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je voudrais dire aussi qu'il manque évidemment de volonté politique. Monsieur, depuis 4 mois que je suis là, j'avais pensé que cette loi de décentralisation, par exemple, aurait pu faire le plan de développement, redonner cet élan, ce moteur qui manque. Et je suis obligée de constater que non seulement ça ne va pas être ça, sans doute, enfin peut-être, on pourra peut-être changer les choses, j'espère, mais qu'elle a en plus un danger de nous démolir. Donc ça, c'est vraiment le pire que je puisse imaginer. Et la question de la liberté des artistes et de leur indépendance, aujourd'hui, il faut redonner de l'argent aux artistes directement. Directement. Là j'imagine que vous parlez déjà
de la loi sur la décentralisation, qui est donc en marche aujourd'hui. Avant de vous redonner la parole et à Michel Aurier, évidemment, sur le sujet, je voudrais donner la parole à Emmanuel Vallon, qui a beaucoup travaillé cette question, qui nous en donne les enjeux et les dangers. Emmanuel. Merci, bonjour. Effectivement, il y a deux lois qui sont en discussion et dont il faudra vérifier assez rapidement la compatibilité et la cohérence d'ensemble. La dernière mouture de la loi sur la création, je n'ai pas pu encore l'examiner en détail, mais elle lance un certain nombre de propositions. Le terme peut, le terme encourager, le terme permettre est souvent employé. On n'est pas forcément dans une rhétorique de la décision et de l'exécution. La loi ne fixe qu'un cadre assez général. C'est une très bonne chose, effectivement, que ces sujets viennent devant la représentation nationale. Mais pour ce qui est de la manière de faire, c'est plutôt dans le débat sur la loi sur la modernisation de l'action publique et l'affirmation des métropoles, dont l'Assemblée nationale a voté le dernier état récemment en décembre, que ça se tranche. Or, ce que nous voyons, c'est que pour l'essentiel, la mise en accord des différentes collectivités publiques, État, collectivités territoriales, se fera dans des conférences territoriales de l'action publique dont la méthodologie, l'ordre du jour sera en général fixé par les présidents de région. Alors on peut imaginer que dans certaines régions qui seront pilotes, motrices, qui sont celles d'ailleurs qui demandent ou demanderont des délégations de compétences à l'État pour les exercer temporairement ou durablement ou définitivement peut-être si l'État se laisse faire, ça ira de manière assez dynamique. Dans d'autres régions, ça sera beaucoup plus difficile. La ministre a mis l'accent sur la difficulté de préserver les budgets et notamment elle a parlé à juste titre de l'érosion des marges artistiques en appelant les collectivités territoriales, si j'ai bien compris, à venir en secours et en concours. Les études chiffrées, c'est très bien, mais les statistiques régulières, c'est encore mieux. J'espère qu'on aura un jour, avec une remontée systématique au futur observatoire, quelque chose qui, des chiffres et des données du spectacle vivant, sera l'équivalent de ce dont on dispose annuellement et même quotidiennement au Centre national de la cinématographie. C'est déjà un peu possible dans le secteur des variétés grâce à la taxe parafiscale, mais il y a beaucoup d'actes dans la vie courante des professions, les contrats, les licences, les ventes, les déclarations de droits d'auteur. Tout ça peut être exploité de façon beaucoup plus systématique pour qu'on sache la vérité sur la production et sur la diffusion. Et à ce moment-là, on se rendra compte que déjà, par exemple, les collectivités territoriales qui ont augmenté leurs dépenses entre 2006, dernière enquête connue, et 2010, l'enquête qu'on est en train de dépouiller et qui va bientôt être publiée, ont commencé en réalité, depuis 2011-2012, à freiner leurs dépenses quand ce n'est pas à les limiter et à, même dans certains cas, opérer des soustractions, les départements en particulier, qui sont obligés pour des raisons fiscales et aussi d'augmentation de leurs dépenses sociales bien connues. Le phénomène ne se voit pas encore trop parce que pour le moment, les régions ont pris le relais de façon assez spectaculaire. Mais c'est, si j'ai bien lu, les budgets 2014 qui se préparent déjà finis. En ce qui concerne les intercommunalités, elles montent en puissance, mais très souvent en prenant des compétences et aussi des ressources qui sont celles des communes. Donc le phénomène aura aussi sa limite. Il faut rappeler quand même devant les chiffres très enthousiasmants qui nous ont été donnés tout à l'heure que cette prédominance apparente de l'État vient d'abord d'une agglomération des chiffres de ses dépenses directes et d'un certain nombre de comptes qui relèvent des taxes parafiscales, des comptes de soutien aux industries de programme et aussi à l'audiovisuel. Il faut rappeler que derrière la dépense de l'État, il y a celle de la solidarité interprofessionnelle. La loi sur la création artistique évidemment n'empiète pas sur le domaine du ministère du Travail, mais on peut le regretter un petit peu parce que dans la future négociation sur l'intermittence, notamment le rôle de transmission qui est reconnu aux artistes par la loi sur la création artistique et dans lequel les artistes s'engagent vaillamment,
cela pourrait relever de quelques amendements au Code du travail pour sécuriser ces négociations futures entre les partenaires sociaux. Voilà un point peut-être que la loi pourrait inclure. Et le troisième source de financement, bien sûr, ce sont les collectivités territoriales. Mais en dehors de Paris, une fois qu'on a réglé les budgets des institutions nationales, soyons lucides. Ce sont les collectivités territoriales qui sont en première ligne, comme elles le sont pour beaucoup d'autres formes qui ne relèvent pas directement de la création, mais aussi de l'action coopérative, de l'action culturelle, de l'éducation artistique et culturelle. Sur tout cela, on n'a pas forcément besoin seulement de budget, parce que je suis bien conscient, Michel Laurier, que les caisses de l'État sont vides, mais on a besoin de méthodes, de méthodologie d'ensemble, d'une coordination claire et opérante, non seulement des différents services de l'État, mais de la façon dont l'État s'accorde avec les collectivités territoriales. Sinon, comme le disait Robin Renucci tout à l'heure, il y aura 25 métropoles où ça sera très dynamique et on parlera de créativité, et 60% de la population sur les autres territoires, dits interstitiels ou périphériques, verront eux seulement les miettes de la création. Merci. Jacques Pesquine voulait réagir, mais après. Je voudrais évidemment inviter Michel Laurier à réagir. Dans le cadre de cette loi sur la modernisation de l'action publique, la MAPAM, il y a eu un pacte d'avenir qui s'est négocié entre l'État et la Bretagne, et on découvre au moment de la signature de ce pacte d'avenir qu'un certain nombre de compétences pouvaient être déléguées aux régions, et notamment la culture. Le Syndiac s'en est ému, mais beaucoup d'organisations, et peut-être pire encore, au sein même de vos services, les DRAC, se sont émus de la situation en se demandant ce qu'il adviendrait si effectivement l'État n'était plus présent partout, de l'accès à la culture, du contrepoids vis-à-vis des collectivités territoriales. Je vous demande, est-ce que la ministre nous a dit tout à l'heure, il n'est pas question de toucher aux DRAC, mais est-ce qu'on peut apporter des garanties que toutes les DRAC seront préservées? Garantie, vous savez, c'est le Parlement qui fait la loi, hein. Garantie, ce qui est très important, c'est que la ministre a dit tout à l'heure, elle l'a rappelé et le rappelle régulièrement, il est hors de question de toucher au DRAC. Moi, je suis très pragmatique dans cette histoire-là. On a aujourd'hui un peu plus de 300, enfin sur ce qui concerne la DGCA, je ne parle pas du reste, mais sur la DGCA, on a un peu plus de 300 millions d'euros qui est déconcentré dans les DRAC, qui touche un peu plus de 2000 institutions, équipes, artistes, etc., à chaque fois par des conventions différentes, etc. Et on a 80 conseillers en DRAC pour suivre cet ensemble-là et pour l'évaluer, pour accompagner les gens, pour avoir un niveau d'expertise qui est loué par l'ensemble des collectivités territoriales. Parce qu'on oublie souvent de le dire, mais dans la relation entre l'État et les collectivités territoriales, il y a une vraie relation de confiance sur la capacité d'expertise de l'État. Et même dans les points durs qu'on a pu avoir cette année sur le mouvement de nomination, même dans les points les plus durs, à l'achèvement, et quand on a réglé le passage, la notion, la capacité d'expertise de l'État a toujours été reconnue. Elle est la réalité des DRAC aujourd'hui. Et donc, personne ne peut imaginer une politique nationale qui concerne l'intégralité des territoires. Personne ne peut imaginer que cette politique puisse se faire sans les directions régionales. D'ailleurs, aucune administration ne peut fonctionner de cette façon-là. Et en particulier la nôtre, parce que la nôtre est de plus, historiquement, déséquilibrée. Le fait que Paris n'ait pas été, avant 1977, une collectivité autonome, fait que c'est l'État qui a fait tous les investissements culturels à Paris jusqu'en 1977. Et après 1977, ça a continué pour des raisons politiques, etc. Et la Philharmonie est le premier sujet sur lequel la ville et l'État travaillent ensemble à 50-50 sur un investissement. C'est la première fois. Donc c'est pour vous dire, là, il y a un vrai déséquilibre. Et si on allait vers autre chose, ça serait difficile de maintenir une ambition sur l'ensemble des territoires. Ça, je crois que tout le monde en est conscient au niveau gouvernemental, c'est clair.
Voilà, donc après, c'est vrai qu'en même temps, dans le même temps, il faut aussi regarder peut-être un peu en surplomb ces choses-là. Il y a un vrai mouvement de décentralisation sur l'ensemble de l'Europe. On voit ce qui se passe en Espagne, on voit ce qui se passe en Italie, etc. Enfin, et que cette volonté politique, elle est à l'œuvre. Et les uns et les autres, dans les associations dans lesquelles on est, dans les endroits où on travaille, où on milite pour les militants culturels, etc., il y a une appétence pour que la décision se prenne au plus près des citoyens. Donc en même temps, le rôle de l'État, enfin, l'État ne peut pas entendre, être sourd à un certain nombre de demandes de ce côté-là. Mais il doit pouvoir jouer intégralement son rôle. Il y a dans cette discussion qu'on peut avoir sur la loi, il y a une chose dont on parle peut-être pas assez aussi, c'est la question le rôle de régulateur de l'État, hein, qui est extrêmement important. Encore une fois, il y a pas mal de dispositions sur le sujet dans la loi en question. Le monde dans lequel on est bouge beaucoup là-dessus. Et quand on a un secteur qui pèse ce poids-là, il faut absolument, et que ce soit les sociétés d'auteurs, les organisations de salariés, les organisations d'employeurs, tout le monde, à juste titre, se retourne vers l'État pour demander plus de régulation sur des secteurs qui sont fragilisés. Donc c'était évidemment aussi une dimension importante du rôle de l'État. Madeleine Loarn, vous étiez en Bretagne, vous êtes de Morlaix, vous étiez à Morlaix au moment de la signature de ce pacte. Quand Michel Aurier renvoie la responsabilité, même s'il se veut apaisant, de la décision au Parlement, est-ce que ça vous inquiète? Le moins qu'on puisse dire. Parce que, non mais, bien sûr que c'est la démocratie. Et ce que je disais tout à l'heure, la différence entre les paroles et les actes, elle se situe. Madame la ministre a parlé tout à l'heure de pacte de confiance. On a eu plusieurs fois des engagements renouvelés, par exemple sur ce dégel. Et on a bien senti, je ne sais pas si vous l'avez senti comme moi. Et Madeleine, pardon, juste une chose. Il n'y a pas eu d'accord entre les paroles et les actes sur le dégel? Alors, en 13, oui, il y a eu des engagements sur 14. C'est de ça dont je voulais parler. Je pense que la reconfirmation n'était pas, on le sent, aussi ferme que les premières fois, que ma première rencontre avec la ministre sur ce gel de 14. On sent de toute façon une érosion permanente, vous l'aviez dit, et Emmanuel l'a redit, sur les régions, les départements, les villes, l'État lui-même, c'est-à-dire que la puissance publique aujourd'hui, sur son désir d'une politique culturelle ambitieuse, a du mal à trouver des interlocuteurs politiques. J'en prends pour exemple M. Hérault qui, quand même, en Premier ministre, est d'un silence incroyable sur cette question culturelle, et notre président aussi. Donc moi j'ai beaucoup d'inquiétudes sur cet accord entre ce qui est dit et ce qui est fait. Pour ce qui est de ce pacte de confiance, je veux dire, on ne se paye pas seulement de paroles. Il faut effectivement aujourd'hui que les choses prennent des chemins concrets. Et ces chemins concrets, bien sûr, c'est ce dégel qui doit absolument avoir lieu, mais aussi il faut qu'on travaille à une stabilisation, à un renforcement et à un développement de nos actions. Et ça passe par le soutien aux artistes et à la création. On sait très bien que la puissance publique est ce qui garantit la liberté des artistes. Michel l'a redit à quel point des Stephen Cohen, des Rodrigo Garcia ne pourraient pas s'exprimer sans cela. Et si on laissait le simple commerce régler la question, nous n'aurions plus d'artistes. Donc on a une responsabilité essentielle. Et je redis sur l'éducation artistique à quel point, depuis 20 ans que je pratique cette question, je la vois s'effriter par justement cette décentralisation qui a émietté les dispositifs sans harmonisation. On me dit que dans la loi décentralisation, justement, ces conférences territoriales, la manière dont on va re-harmoniser, j'allais dire, les politiques publiques vont enfin se réaliser. Mais mon Dieu, que ce soit vrai. Pour l'instant, on voit la région Nord-Pas-de-Calais qui s'épouille avec la ville de Lille. On voit un certain nombre d'endroits où les politiques ne peuvent pas s'entendre. Je veux dire que ça va se mettre en place dans quelques années, mais entre-temps, on sera mort, on sera dépouillé, on sera en morceaux. Parce que l'éducation artistique, c'est un vœu depuis des années de tous les gouvernements. La réalité n'est pas au rendez-vous. Donc, franchement, à un moment, il suffit de se payer de mots. On a besoin d'avoir des choses concrètes qui se mettent en place. Janine Laurent? Non, je lâche jamais. Je voulais dire que ces chiffres qu'on vous a montrés tout à l'heure,
on n'aurait pas pu vous les montrer s'il n'y avait pas une forte intervention de l'État en France. C'est-à-dire que c'est la conséquence de ces investissements. Je répète ce qu'a dit, je soutiens, jamais le marché n'aurait produit ces chiffres-là. Donc la tendance des gouvernements à se désengager de la culture, et il faut faire très attention quand on montre ces chiffres, il faut insister, c'est parce que nous avons eu un engagement très fort des gouvernements que ces chiffres existent. Et vous avez cité l'Espagne, je suis d'origine espagnole, j'y passe beaucoup de temps. De grâce, ne le prenez pas comme modèle, c'est devenu un désert culturel. Oui, il y a des autonomies, mais il n'y a plus aucune impulsion du gouvernement qui se désengage totalement. Et vraiment, on a là l'exemple de la catastrophe sociale et culturelle qu'on peut avoir si un gouvernement ne s'engage pas, et par ses finances et par son discours, pour que la société ait un grand projet culturel. Vraiment, Dis-le, la ne mort de prenons pas l'école du privé en Espagne, ça a privé la culture de 100 millions d'euros. Hein, c'est une décision politique d'il y a 2 ans. Je voudrais qu'on poursuive le débat. Emmanuel. Oui, trois choses très simples. D'abord, sur la garantie de l'indépendance de la création, l'État a évidemment beaucoup à offrir et il l'a fait depuis longtemps et c'est bien que la loi le réaffirme. Mais disons quand même ici, devant une assemblée d'artistes et de professionnels de la culture, que ce sont eux d'abord qui sont porteurs de cette garantie. C'est le pluralisme, mais c'est aussi quelquefois l'engagement, parfois même la virulence de la création, son rajeunissement, son renouvellement, qui font qu'elle reste indépendante non seulement vis-à-vis des puissances du marché, mais aussi vis-à-vis de toutes les routines, de toutes les instances établies qui parfois peuvent aussi dicter des contenus normatifs. Deuxième chose qui me paraît très importante à cet égard, on peut, si on n'a pas énormément d'argent, progresser dans la manière d'accueillir la création. Et je pense en particulier aux jeunes générations. On a beaucoup à faire encore pour le partage des outils, dans la définition des missions, et pas seulement des établissements labellisés, les modèles mutualistes ou coopératifs sur le territoire, les échanges entre des bons services fournis aux compagnies en termes de locaux ou en termes de moyens matériels, en échange d'un certain nombre de prestations, mais en leur laissant quand même la liberté, le temps, l'espace pour le travail, ça peut aussi faire des progrès. Mais un mot pour finir sur la question de la décentralisation. Moi, je suis un très fervent partisan de la décentralisation et depuis longtemps. Simplement, sans revenir à une quelconque nostalgie des années 80, il faut reconnaître que les lois de l'époque avaient fixé un cadre qui était celui d'une certaine équité sur les territoires, et on parlait de compétences générales, et on parlait pour l'ensemble des régions. Et on avait, en plus, pour compenser les disparités sur les territoires, une politique contractuelle, les contrats de plan État-région, les conventions de développement culturel. Aujourd'hui, on n'a rien de tout ça. C'est-à-dire que l'État n'a même plus les marges pour proposer, en dehors de quelques fonds de compensation ou de dotation de solidarité urbaine, de quoi venir sur les territoires qui sont le plus en manque de cet accès à la symbolicité dont il était question tout à l'heure. Donc là, je pense qu'il faut repenser cette question et qu'il faut avoir des solutions à proposer. Sinon, effectivement, il y aura une France à 2 ou à 3 vitesses. Ce n'est pas simplement celle du TGV, mais celle aussi politique de la métropole lyonnaise qui sera très puissante. Ça sera une vraie collectivité territoriale avec des compétences cumulées de villes et de départements, ou de la région Bretagne qui retrouvera son dynamisme. Mais ça sera peut-être plus difficile en Picardie, peut-être plus difficile en Lorraine, et ça sera sur ces terres-là que prospéreront pas simplement le Front National, mais aussi l'abstention. Donc si on veut que la culture serve à une participation citoyenne aussi, je pense que l'État doit garder ce rôle d'être capable d'intervenir pour compenser les inégalités territoriales, et ça demande un effort collectif et national. Michel Aurier, quand vous entendez Madeleine Loarn dire au fond cette loi sur la création, elle est peut-être déjà trop tardive, quand vous entendez ce qu'ils disent les uns et les autres sur leurs inquiétudes par rapport à la présence de l'État, j'imagine que vous ne pouvez pas rester sans réagir. Non, non, mais enfin, en même temps, ça nous rappelle l'exigence qui est celle des administrations. Hein, il faut travailler,
Il faut considérablement travailler pour faire aboutir ces textes. Il faut se battre quotidiennement pour que les choses se mettent en œuvre et pour protéger tout ce système qui est absolument formidable et le développer, contrairement à ce que peut dire Madeleine. Moi, je pense que dans le texte en question, il y a des axes de développement extrêmement importants, en particulier si on arrive à aboutir sur les pratiques amateurs, par exemple. Donc, voilà, ça nous rappelle l'exigence que nos concitoyens attendent de nous, ce qui est très bien. Je n'ai pas du tout de problème par rapport à ça. Je voulais juste corriger un truc, parce que je suis peut-être mal exprimé, et je n'ai jamais pris l'Espagne comme un modèle. Hein. Le festival de Madrid vient de se voir couper l'an dernier de 70% ses ressources par le gouvernement. Donc, je veux dire, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je parlais de tendances sociopolitiques à l'œuvre en Europe. C'était pas du tout la même chose. Bon, mais ça nous met aussi une sorte de comparatif par rapport à ce qui se passe en France. À la demande de la ministre, le président de la République a arbitré cet été pour que les crédits d'intervention en région sur le programme 131 sur la création ne soient pas touchés par la baisse des crédits. Je veux dire, on peut entendre des choses, mais je ne peux pas laisser dire qu'il n'y ait pas que entre les paroles et les actes, ce soit des choses complètement diffractées. Je ne le pense pas, Madeleine. Oui, vous vouliez réagir? Bon, il vous étonnera pas qu'une grande partie de ce débat m'échappe. Une partie m'intrigue, mais tout m'intéresse. C'est un petit peu normal. Voilà, ça vous échappe pas. Je suis un peu un extraterrestre, mais je suis très modeste et ravi d'être là. Moi, je voulais juste porter le témoignage dans cette aventure des chiffres et je sais à quoi ça sert. Hein. On fera mieux la prochaine fois, mais je pense qu'on a posé l'acte. Il m'arrive justement d'aller la présenter en région, d'aller la présenter à des chambres de commerce, à des maires, à des industriels, à nos équipes. Il faut savoir que nous, on sort 150 études par an. Celle-ci fait partie des 5 les plus demandées. C'est un objet bizarre dans la galaxie Ernst & Young. Il y a une énorme curiosité qui pour moi, et je n'ignore rien des difficultés, parce qu'on est allé, là on parle de la ligne du haut, comme on dit dans mon monde, du chiffre d'affaires, c'est incroyablement réducteur. La très bonne étude IGF, IGAC parle de la valeur ajoutée, c'est une autre notion un peu plus complexe, mais extrêmement intéressante, plus intéressante si vous voulez mon avis. La rentabilité ne nous a pas échappé, très atteinte dans tel et tel secteur. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut faire des ponts et établir des ponts avec ces acteurs locaux, entreprises, associations, citoyens, élus, qui ne vous voient pas comme ça et qui demandent ce que vous faites pour continuer à construire une industrie du jeu vidéo et du design, pour que l'Internet fait en France soit pas simplement de l'Internet technologique qui part ensuite aux États-Unis. Il n'y a plus de fabricants de téléphones mobiles en Europe, il n'y en a plus en France. L'important dans le smartphone, ce n'est pas le phone, c'est le smart, c'est-à-dire tout ça. Mais ça ne se sait pas en région. Ce que je voulais vous dire, c'est ce témoignage, il faut continuer à parler comme ça, et parler d'autre chose, mais parler comme ça pour qu'il y ait un peu de financement de ces entreprises, un peu d'intérêt de ces élus, parce qu'aujourd'hui, ils vous parlent de biotechnologie, de matériaux, d'aéronautique, ils ne parlent pas d'industrie créative et culturelle, et on a fait exprès de prononcer ces gros mots. D'accord. Jean-Noël Tron, mais très rapidement, parce qu'il nous reste la question de l'intermittence quand même, on ne peut pas se séparer sans en parler, donc quelques mots. Oui, simplement pour rebondir et abonder dans le sens de l'alerte de Janine sur l'Espagne, et d'ailleurs ça va dans le sens de ce que vous venez de nous dire, le gouvernement espagnol, à cause du lobby qui s'appelle Digital Europe, a supprimé purement et simplement la copie privée. C'est-à-dire que les fabricants de téléphones portables, de tablettes, tout ça, d'ordinateurs en Espagne, ils ont cessé de payer 1 euro là où ils payaient 110 millions d'euros. En Espagne, c'était comme en France, hein, comme la loi de 85. Pour 4 euros de droits d'auteur de nos membres, collecté au titre de la copie privée, 1 euro réinvesti dans l'intérêt général, le financement des arts de la rue, du cirque, du théâtre, du spectacle vivant, de la musique, etc. Ça veut dire qu'il y a 25 millions d'euros qui sont partis en fumée en Espagne. Et je voudrais juste porter un témoignage. Moi, j'ai l'immense fierté de diriger la plus grosse société d'auteurs au monde, au sens où c'est la plus internationale. Sur nos 4000 membres, nouveaux membres l'an dernier, 4000 nouveaux auteurs, il y en a un pourcentage très important qui sont étrangers. La SACEM, c'est aussi la plus grosse société d'Afrique, du monde arabe, du Brésil. Ce n'est pas simplement une société franco-française. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent, nos sociétaires étrangers? Ils nous disent, mais tenez bon. Et ils nous disent, mais mobilisez-vous. Et je terminerai en rebondissant sur ce que Madeleine a dit, parce que moi j'ai une passion, c'est l'éducation artistique. Et je pense que quand je défends l'exception culturelle, je suis obligé d'admettre que malheureusement, en matière d'exception culturelle, ça se passe plutôt dans le sens inverse. On a plutôt à regarder ce que font les autres. Et je termine sur un témoignage. Dimanche soir, j'étais à Pliel pour le concert dirigé par Gustavo Dudamel, 125 jeunes dans la salle de El Sistema, que des musiciens vénézuéliens. El Sistema au Venezuela,
c'est 550 000 jeunes dans des orchestres de jeunes à minimum 10 heures par semaine. On ne parle pas du système français. L'ambition des équipes Bel Sistema avec qui j'ai dîné après, toutes les équipes vénézuéliennes, ça a été lancé il y a 30 ans, c'est d'en avoir 1 million dans des orchestres de jeunes dans 5 ans. D'accord ? Le Venezuela, je vous le rappelle quand même, c'est 29 millions d'habitants. Simplement derrière ça, il y a 800 millions de dollars d'argent au Venezuela, donc 80% vient de l'État et des collectivités locales et le reste de mécènes, mais c'est d'abord la puissance publique. Quand on parle d'ambition pour l'éducation artistique, il faut aussi regarder ce que nos voisins font avant de penser que tout est impossible. Voilà, nous allons revenir en France où nous avons un statut dont nous sommes très très fiers et que peu de pays portent, c'est celui des intermittents du spectacle. On les a vus tout à l'heure investir le plateau, inquiets. Je me disais au fond, alors à chaque échéance pour l'intermittence, il y a une inquiétude. La Cour des comptes explique que c'est un budget qui est déficitaire de façon exponentielle, nous donne 1 milliard d'euros de déficit. Par ailleurs, vous avez toujours un rapport qui vous explique pas que non, qu'il est déficitaire, mais que moins. Le dernier rapport Kert nous dit qu'il est déficitaire seulement de 320 millions d'euros, certes, mais cette espèce d'épée de Damoclès qui pèse chaque échéance sur le système, est-ce que l'État, et je vais poser la question à Michel Aurier, est-ce que vous avez l'impression que tout est fait pour que on le protège? C'est-à-dire que depuis des années, on parle d'un périmètre qui ne serait pas totalement respecté, de cotisations d'employeurs qui pourraient peut-être s'assouplir. Qu'est-ce que vous dites, vous? Quand on nous dit, la ministre nous disait tout à l'heure sa volonté, évidemment, que ce système soit préservé. C'est pas une volonté comme ça. Je veux dire, la ministre a lancé un nombre d'initiatives très très nombreuses sur le plan de l'intermittence. Le travail qui est fait en commun avec le ministre du Travail est extrêmement important. Les positions qu'ils ont prises ont été saluées par l'ensemble des organisations, que ce soit des organisations d'employeurs du domaine ou des organisations de salariés. Et c'est vraiment un dossier sur lequel le gouvernement est très investi. Mais je rappelle quand même une chose qui est évidente, c'est une négociation paritaire. C'est une négociation paritaire. Et quand on veut nous faire croire qu'on pourrait mettre quelque chose dans la loi, bien évidemment, on y a pensé. Bien évidemment, on y a pensé. Mais il y a une chose toute simple, c'est que pour toucher à l'UNEDIC, il faut avant toute chose, c'est la loi, c'est l'article 2, je crois, du Code du travail, il faut lancer une négociation interprofessionnelle au niveau confédéral. Et donc, évidemment, cette chose-là perd son sens dans la mesure où la négociation paritaire est partie, est en route sur l'ensemble de l'UNEDIC. Donc, enfin, je veux dire, il faut bien avoir vraiment le schéma des mécanismes dans la tête pour, voilà, pour qu'on puisse arriver à épauler, accompagner cette négociation de telle sorte que ce système perdure. Moi, je suis d'un optimisme raisonné sur cette question-là. J'ai vu comme vous les déclarations des uns et des autres sur l'UNEDIC en règle générale, d'ailleurs, pas seulement sur les annexes 8 et 10. La ministre l'a rappelé tout à l'heure, pour la première fois, la Cour des comptes valide le système, c'est-à-dire reconnaît que c'est un système qui est nécessaire. C'est la première fois que la Cour le dit, même si on a une différence d'appréciation entre la Cour et le ministère de la Culture sur le coût de ce système-là. Effectivement, nous nous sommes beaucoup battus avec la mission Gilles Kert pour faire reconnaître que le coût réel, et ça je crois qu'il faut que, s'il y a encore des gens qui peuvent le dire autour d'eux, c'est extrêmement important, parce que l'histoire du milliard, évidemment, est un argument massu, et qui est assez pratique et qui fait bondir tout le monde. C'est faux, cette histoire de milliard ne tient pas la route. C'est-à-dire que les gens qui sont au travail et qui vont perdre leur emploi et qui donc vont se retrouver au chômage protégés par les annexes 8 et 10, s'il n'y avait pas les annexes 8 et 10, pour une grande partie d'entre eux, ils seraient au régime général. Et donc ils coûteraient évidemment à la solidarité interprofessionnelle. Ils coûteraient à hauteur de 700 millions d'euros. Donc le delta de 320 millions d'euros, le delta exactement c'est 320 millions d'euros, ce delta-là
il est le coût précis des spécificités des annexes UT10. Et bien évidemment, c'est sur ce chiffre-là que l'ensemble des partenaires sont en train de travailler, sur des schémas qui circulent, que vous connaissez, dont l'un d'entre eux est effectivement le fait de limiter le cumul le plafond sur le cumul des indemnités de chômage et des ressources. Et donc, et puis il y a d'autres évidemment d'autres mesures qui seront prises et qui seront abordées par l'ensemble des partenaires sociaux. Mais moi je considère aussi quand même que l'UNEDIC est une grande chose, que c'est quand même formidable qu'on puisse asseoir autour de la table l'ensemble des partenaires pour gérer ce système-là de telle sorte que les travailleurs de tel ou tel système puissent être protégés au sein de leur vie. Et que à un moment donné, tout le monde est reconnu, et encore une fois à la Cour des comptes avec, qu'il y a une spécificité de l'emploi dans nos métiers, que ce sont des emplois qui soient fractionnés, etc. Ça, c'est important. Il y a une deuxième chose sur les intermittents que je voudrais dire, et qui est très très importante, et là qui met vraiment en exergue la responsabilité de l'État et des collectivités publiques. On ne peut pas continuer à considérer, à regarder le nombre de représentations par spectacle diminuer d'année en année sans intervenir de façon très ferme sur ce point-là. Et c'est ce que nous ferons. Nous avons d'ailleurs, cette année, changé un indicateur je suis désolé, ça s'appelle comme ça, un indicateur de performance. Vous savez que pour vérifier ce qu'on appelle l'efficience de la dépense publique, il y a des indicateurs de performance. Il y avait un indicateur de performance qui était mortel pour cette chose-là, qui était le taux de fréquentation par représentation. On a laissé le volume de public touché, parce qu'évidemment, il est hors de question de jouer devant des salles vides. Bien évidemment, on a laissé celui-là, mais on a remplacé ce taux de fréquentation par le nombre de représentations par spectacle, qui maintenant va être une obligation absolument, enfin vraiment très très importante pour l'ensemble des directeurs de salles. Quand on est subventionné, quand on touche de l'argent public, on n'est pas dans le domaine privé. Et on doit absolument, quand on achète un spectacle, ne pas le prendre que pour une représentation. Tout à l'heure, vous avez parlé de 10 à 12 représentations. Vous avez parlé de 10 à 12 représentations. On a des secteurs où on est à 2,5 en taux moyen de représentation. Oui, rapidement, Jacques important. Pesquine, et puis Emmanuel Vallon, Jacques Pesquine, à qui j'ai refusé la parole tout à l'heure. Oui, c'est surtout que je m'exprime ici au nom des employeurs, donc je pense que c'est important pour ce débat. D'abord, je voudrais rappeler que toutes ces questions sont liées. Je pense que c'est le plus important. On a parlé de cette étude tout à l'heure. Les destinataires de cette étude ne sont pas tellement l'État. L'État sait très bien que la culture, c'est important. Ce sont plutôt les dirigeants, les élites, comme elles s'appelaient elles-mêmes, les dirigeants des confédérations patronales, et d'ailleurs, il faut le dire, syndicales. C'est à elles aussi, à eux, ces dirigeants, que s'adresse le message selon lequel nos secteurs sont des secteurs dynamiques et qui se développent. Ce sur quoi on veut insister, c'est que l'argent, même l'argent public, ou l'argent interprofessionnel, quand il s'investit chez nous, il donne des résultats. Nous continuons de créer de l'emploi année après année. Il faut quand même rappeler que l'État ou d'autres ont investi des centaines de milliards dans des secteurs qui se sont quand même effondrés, malheureusement. Ce n'est pas le cas de nos secteurs de la culture et plus précisément du secteur du spectacle au nom duquel je m'exprime ici. Donc c'est très important de le rappeler. Dans nos secteurs, on continue année après année de créer de l'emploi. 2 ou 3 autres remarques sur cette question de l'assurance chômage. D'abord, l'épée de Damoclès que vous évoquez, il faut le dire, Michel Laurier, je suis content qu'il l'ait fait, elle pèse sur le régime d'assurance chômage dans son ensemble et les annexes ne sont qu'un des éléments de ce régime. Oui, mais ça nous concerne plus particulièrement ici. C'est vrai, mais c'est quand même à l'intérieur de cette situation qu'on se place. Je crois que pour la première fois, et la ministre l'a rappelé tout à l'heure, c'est important, le débat, notre partie du débat, vous avez raison, celle qui nous concerne, s'ouvre quand même dans des conditions intellectuelles, je dirais, un peu moins absurdes que les autres fois. Par exemple, vous avez repris un mot qu'on entendait souvent, qui est ce mot d'exponentiel. Ce mot n'a aucun sens. Le déficit des annexes n'a rien d'exponentiel. Il est en fait au contraire assez stable. Bon, il est trop élevé, sans doute, du point de vue de l'interprofessionnalité, mais il n'est pas du tout en croissance exponentielle. Alors, là-dessus, ce qu'il faut dire, c'est que les partenaires sociaux du spectacle qui ne sont pas aux commandes du dossier, nous avons des propositions et nous pouvons affirmer que ces propositions contribueraient à maîtriser et à réduire le déficit propre à nos annexes. Je pense qu'il faut le dire. La décision relève de l'interprofessionnalité et naturellement, il est hors de question de la lui retirer. Mais il y a des propositions qui sont faites dont les conséquences sont loin d'être ridicules par rapport aux 300 millions qui viennent d'être évoqués. Donc il faut
si possible, si en tout cas si le dossier est ouvert, parce qu'on ne sait pas s'il le sera vraiment, vous l'avez rappelé, il faut que ces propositions soient débattues pour pas qu'on vienne nous dire après, vous ne faites rien, c'est pas vrai, on peut faire des choses et nous pensons, et sur cette affaire-là, nous pensons, je crois, même si on peut être en désaccord sur tel ou tel critère précis, quel curseur précis, nous pensons, salariés et employeurs de nos branches, qu'on peut en effet faire des économies sur les dépenses. Emmanuel Vallon et Madeleine Warne pour Oui, conclure. si l'important dans le smartphone, c'est le smart, l'important dans le spectacle vivant, c'est le vivant, c'est-à-dire les artistes et les techniciens du spectacle. Depuis 2003, on nous dit qu'il faut faire très attention avec les négociations interprofessionnelles, qu'il ne faut surtout pas braquer les partenaires, en l'occurrence le MEDEF d'un côté et de l'autre côté les syndicats qui acceptent de participer jusqu'au bout à la négociation, à signer des annexes, c'est-à-dire la CFDT essentiellement, mais également la CFTC et la CGC. Et on nous explique que l'intervention des ministres doit être extrêmement discrète pour ne pas compromettre le résultat final. J'avoue que je n'ai jamais, depuis 10 ans que nous avons cette discussion avec les services de l'État, été convaincu de cet argument. Premièrement, parce que c'est quand même une loi qui a fixé la présomption de salariat. Et il y a quelque chose en France qui existe encore et qui résiste à toutes les directives européennes qui s'appelle le Code du travail, même si de temps en temps on est obligé de l'assouplir ou de l'adapter. Deuxièmement, parce que, comme on l'a vu, la loi sur la création artistique modifie un petit peu la perception qu'on a de l'artiste, qui n'est pas simplement un créateur, qui est aussi quelqu'un qui intervient dans la transmission. Et on a, et Madeleine Loire n'en disconvient pas, une ambition nationale qui n'est pas simplement celle d'un président de la République, qui est partagée par la plupart des acteurs, qui est de réussir l'éducation artistique et culturelle et d'aller au-delà. Donc, il me semble qu'on peut très bien donner des indications à travers la représentation nationale. D'ailleurs, ça avait été le cas, il me semble, avec une proposition de loi qui était en passe d'être votée, celle qui était proposée par le comité de suivi à l'époque, et qui a été, suite à une manipulation du quorum, un tour de passe-passe dans le protocole, empêché devant l'Assemblée nationale. Mais il est donc déjà arrivé qu'elle se saisisse du dossier sans que pour autant ça empêche la négociation. Et d'ailleurs, peut-être que la loi pourrait aider les employeurs du spectacle et les syndicats qui sont les plus représentatifs des salariés du spectacle à être au moins consultés dans ces négociations, puisque le paradoxe, c'est que c'est dans l'interprofessionnalité des gens qui n'ont qu'un rapport très lointain à la chose. Et dernier mot, je trouve que si du côté de la ministre de la Culture et du ministre du Travail, on a bien préparé ces négociations, je dois dire que le président de la République ne les a pas aidés ces derniers temps en proposant un pacte État-patronat qui va renforcer dans l'idée du patronat l'idée que les cotisations de solidarité peuvent très bien être négociées en échange d'emplois hypothétiques et futurs. Si les allocations familiales sortent du champ de la solidarité interprofessionnelle, alors pourquoi ce que eux considèrent comme des subventions déguisées à l'action culturelle n'en disparaîtrait pas le lendemain pour continuer à baisser les charges des entreprises. Donc il faut faire attention au langage qu'on tient aussi vis-à-vis du patronat quand on aborde une négociation aussi importante pour l'avenir de l'intelligence et de l'action culturelle dans notre pays. Merci Emmanuel. Et voilà, 2 minutes Madeleine pour conclure sur ce sujet. Je voulais simplement dire que le syndicat va bientôt donner les résultats d'une étude qui a été commandée sur justement la mise en chiffre des préconisations que nous faisons avec tout le comité de suivi. Et je crois qu'on aura des arguments à faire peser sur ces négociations pour bien montrer la validité de ces revendications qui sont
pour un système plus solidaire et plus juste. Donc voilà, je ne vais pas prendre le détail, c'est des choses techniques, hein. Je voulais juste aussi dire que nous vous appelons tous le 10 février à faire une marche pour la culture telle que la CGT vous en a parlé tout à l'heure, et que nous sommes associés à cette manifestation, puisque je crois qu'aujourd'hui il est très important, et j'appelle ici tous les artistes à reprendre le chemin de la politique plus vivement et en tout cas plus fortement, et que leurs outils de travail puissent aujourd'hui être réactivés, ainsi que leurs moyens de production. Donc je redis ça. Voilà, merci. Non. Voilà, on nous avait donné jusqu'à 12h48, il est 12h47, donc je pense que je mérite un bon point. Merci à vous et merci à vous pour votre écoute.